Bon matin à tous, Eric Sabat, carte de la Galongueuil. Alors tous mes vidéos se ressemblent de ma voiture le matin. Ça devient un peu mélangeant de reconnaître de quel jour il s'agit. Je vous le dis, on est le 19 du mois de mars 2021 à Montréal. Je ne fais qu'actuellement réagir à vos propos, plusieurs questions qui me sont adressées, plusieurs messages qui me sont envoyés en privé. J'estime que j'agis dans mon rôle de médecin pour tenter de vous expliquer le plus possible le principe de la vaccination, les risques de la vaccination, et puis réagir à ceux qui en fait ont une crainte que cette vaccination est loin d'être naturelle, étant donné qu'elle implique de l'ARN ou de l'ADN. Alors, j'ai déjà donné des explications sur des vidéos précédentes, mais je vois que les questionnements sont encore très fréquents. Et puis donc, je me disais que je vais encore réexpliquer ce que je sais de la vaccination pour que vous compreniez un petit peu et que vous ayez une décision éclairée lorsque vous allez, puisque présentement, on sent que tranquillement, le processus accélère. Certaines populations, dont des amis près de moi, sont convoquées plus rapidement que ce qu'ils attendaient, puis sont confrontés à faire un choix. Donc, pour reculer un petit peu, peut-être parler, qu'est-ce que c'est que l'infection virale? Un virus pénètre dans notre corps et dans le virus, il est contenu un matériel génétique qui fabrique. Ce matériel génétique, il code pour fabriquer un autre virus. Finalement, c'est à peu près ça, c'est comme ça que ça se résume. Et ce virus donc est capable de se rendre dans nos cellules, pénétrer nos cellules, déposer son matériel génétique. Alors si c'est de l'ADN, l'ADN pénètre dans le noyau, va lancer le message de produire de l'ARN, donc va utiliser notre cellule comme usine pour produire de l'ARN. Et cet ARN va donner le message à notre cellule de fabriquer des protéines que le virus a besoin pour se reproduire. Et le virus se reproduit ainsi en utilisant notre cellule. Ça, c'est le cycle naturel, bien entendu, d'une infection virale, comme notre corps la connaît depuis toujours. Lorsqu'on faisait des vaccins classiques, on prenait une partie du virus qui nous infecte, on l'affaiblissait, disons, par des techniques chimiques ou en tout cas des techniques biologiques. On le rendait plus faible pour ne pas nous rendre malades. Et comme on le rend plus faible, des fois la réaction de l'immunité quand on nous l'injecte n'est pas suffisamment forte pour nous protéger. Donc on ajoute à cela ce qu'on appelle des adjuvants. Ce sont des substances, mettons comme du mercure, qui vont stimuler la réaction immunitaire. Et en même temps donc qu'on donne ce virus atténué, on donne une substance qui booste l'immunité pour que l'immunité réagisse plus fortement et fabrique des anticorps et des globules blancs qui vont reconnaître ce virus la prochaine fois qu'il viendra. Alors ça, vous voyez, ça c'est le vaccin traditionnel, si on veut, qui est quand même loin du processus à quoi ressemble une infection virale qui nous pénètre. Les vaccins que nous avons actuellement, pour ceux qui disent qu'ils sont loin d'un processus, disons, naturel et qui sont vraiment de jouer avec notre code génétique, ben vous allez comprendre que ces vaccins-là, en fait, ils ressemblent beaucoup plus à un processus naturel d'une infection virale que l'autre méthode de vaccination qui a fait ses preuves. Je dis qu'il a fait ses preuves, mais vous savez combien de gens ont pendant des années attribué des réactions adverses comme l'autisme aux adjuvants que nous mettons dans les vaccins ou d'autres problèmes de santé à ces adjuvants qu'ils réclamaient de supprimer des vaccins. Et là, nous arrivons avec un vaccin à ARN ou à ADN, donc ARN qui est le Pfizer ou le Moderna, et il n'y a pas du tout d'adjuvant dans ces vaccins-là. Donc, tous les gens qui se plaignaient
de la crainte des adjuvants, ben, vous pouvez être rassuré, il n'y a pas d'adjuvant dans ce vaccin-là. Et en fait, pendant des années, on n'était pas capable d'injecter un message d'ARN, le même message qui est contenu dans le virus là qu'on veut se protéger contre là, parce que ça c'est facile maintenant de décodifier le message dans un virus, le code génétique, on est capable rapidement, et les Chinois pour le SARS-CoV-2 nous l'ont donné rapidement. Voici le code du virus SARS-CoV-2 tel qu'il nous infecte, et donc on est capable de le reproduire dans un ARN messager. On est capable de reproduire, disons, la partie du code qui va fabriquer cette protéine à la surface du virus. Cette protéine qui est la clé pour que le virus s'installe sur nos cellules. Donc, ça, c'était pas la partie difficile. On a réussi très rapidement à établir le code. Mais pendant des années et des années, ce qui était très difficile, c'est d'injecter de l'ARN chez des personnes sans que cet ARN soit détruit avant même qu'il arrive dans les cellules où il doit faire son travail. Parce que l'ARN est un agent très immunologique. Il crée immédiatement une réponse immunitaire parce qu'il est perçu comme étranger et il se fait détruire très vite. Ce que les nouveaux vaccins ont réussi à faire, c'est l'enrobage de microparticules lipidiques qui fait que l'ARN n'est pas reconnu immédiatement quand il pénètre le sang après la vaccination, et il est capable d'aller s'installer, et avec ces particules de lipides, elles pénètrent les cellules, et il est capable de se rendre dans les cellules exactement comme un virus, comme le SARS-CoV-2 ferait s'il pénétrait dans notre sang. Il va se rendre dans la cellule, le SARS-CoV-2 irait déposer son ARN dans notre cellule, et bien là, ces particules déposent de l'ARN dans notre cellule. Notre cellule est donc réclamée de fabriquer cette protéine du virus. Si c'était le virus lui-même, notre cellule aurait fabriqué plusieurs protéines de ce virus pour refabriquer un virus complet. Là, tout ce qu'on demande avec la vaccination à la cellule, c'est fabrique une protéine qui est la protéine de surface du virus, la protéine Spike. Et donc, notre cellule fabrique cette protéine qui retourne en circulation et qui, elle, déclenche la réaction immunitaire, la préparation des globules blancs et des anticorps qui vont reconnaître subséquemment le vrai virus. L'ARN qui a pénétré la cellule, il est vite détruit par notre système de reconnaissance, et puis nos cellules ne vont pas fabriquer indéfiniment cette protéine, bien entendu. Rapidement, l'ARN est détruit. Et puis, mais par contre, la réponse immunitaire, elle a une mémoire, et donc elle a été déclenchée, elle s'installe en mode mémoire et prête à réagir lorsqu'il y aura le prochain virus. Ça, c'est pour l'ARN. Pour le vaccin de AstraZeneca, c'est plutôt de l'ADN c'est plutôt de l'ADN qu'il contient. Et l'ADN, c'est plus complexe. On ne peut pas entourer l'ADN d'une particule de lipides fine parce que c'est quand même une molécule plus complexe. Il a fallu l'incorporer dans un virus, mais qui n'est pas un virus qui infecte l'homme. On a choisi un adénovirus qui infecte les singes, donc un virus que l'homme ne reconnaît pas et qui ne réagit pas donc avec une maladie chez l'homme. Et on a incorporé l'ADN qui code pour le même ARN finalement. On l'a incorporé dans ce virus. Le virus est administré. Le virus, lui, se projette et va dans les cellules, comme n'importe quel autre virus le ferait, et dépose le matériel génétique de l'ADN, qui, lui, va incorporer notre cellule, notre noyau cellulaire, si vous voulez. Il va fabriquer l'ARN, le même ARN que l'autre vaccin injecte, et va demander à la cellule de fabriquer la protéine. Et automatiquement, encore une fois, cet ADN qui est étranger à notre corps va être détruit parce qu'il y a un système de reconnaissance. Il n'y a aucun danger que l'ADN s'incorpore ou dénature notre ADN à nous, humains.
Et la raison que je dis ça, c'est parce que c'est la grande crainte, c'est ce qui est avancé de tout le monde. Mais sachez qu'il y a des virus à ARN et à ADN qui circulent et qui nous infectent régulièrement. Et notre système incorpore de l'ARN et de l'ADN viral depuis toujours et est capable de le détruire, de le dénaturer. Et il peut rester quelques vestiges d'ADN dans le noyau qui sont totalement inactifs, mais en aucun temps est-ce que ça dénature, si vous voulez, notre code génétique. Donc, je ne vais pas me réveiller le lendemain avec des yeux bleus ou avec des cheveux blonds. Ça, c'est clair. Et donc, moi, je veux faire cette explication pour vous montrer que ce sont des vaccins, disons, qui approchent le plus le mécanisme d'une infection virale naturelle que la nature nous impose depuis toujours. Beaucoup plus naturel que lorsqu'on doit ajouter des adjuvants, puis lorsqu'on doit dénaturer un virus pour rajouter d'autres produits pour créer la réaction immunitaire. Donc, si vous voulez, c'était mon message pour ceux qui se posent des questions multiples là, concernant les vaccins et ce qui les dérange, c'est que c'est quand même un vaccin nouveau, mais il n'en demeure pas moins que si on regarde la somme des vaccins que nous donnons, c'est un vaccin qui se rapproche le plus d'une infection virale naturelle que nous donnons. Bon, ceci dit, maintenant la polémique avec AstraZeneca. En toute sincérité, moi je m'attendais, lorsqu'on injecte des vaccins qui stimulent l'immunité, qu'on allait avoir régulièrement des effets secondaires qui nous sont rapportés et qui sont, disons, attendus parce qu'on stimule l'immunité. Dès qu'on stimule l'immunité par un virus du rhume ou par un virus de n'importe quoi, dès qu'on fait ça chez des millions de gens, on voit des maladies apparaître, des maladies immunitaires apparaître dans un petit pourcentage de cas, mais on en voit, c'est clair. Et c'est pas du tout comparable à ce qu'on verrait lorsque le virus lui-même stimulerait notre immunité. Donc c'est un choix, vaccin avec faible risque ou virus avec risque moyen. Donc c'est un choix qui est évident dans toutes les vaccinations reconnues. Le choix est très évident. Mais là, vous comprenez que ces vaccins sont scrutés à la loupe et on entend très peu d'effets secondaires globaux décrits. Ce qui m'a surpris. Alors, je suis pas surpris de voir qu'il y a bien entendu, lorsqu'on arrive à des millions et des millions de personnes vaccinées, qu'il y en a qui vont mourir dans la même journée ou dans les 2 jours qui suivent. Forcément, ça peut être le fruit du hasard. Et oui, peut-être qu'il y a une réaction immunitaire, que cette personne-là en question a mal réagi lorsque son immunité s'est déclenchée. Et ça aurait été tout autant s'il avait eu un virus qui l'aurait infecté. Et présentement, c'est dur d'imaginer comment éviter ce virus si on ne se fait pas vacciner. Il est tellement présent dans la communauté que s'il n'y avait pas la vaccination, on passerait tous à travers ce virus pour passer à travers, quoi. Donc ceux qui malheureusement font des réactions adverses, c'est une très petite minorité et il va toujours avoir des conditions. Clairement, les effets secondaires qui sont décrits, thromboemboliques, sont même moins fréquents que dans la population générale jusqu'à présent. Et donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si on cherche à savoir est-ce que des réactions similaires sont arrivées avec Pfizer et Moderna, probablement qu'on va en trouver. Mais bon, écoutez, il faut se fier tout de même aux instances qui surveillent, révisent tous les cas. Et pour le moment, c'est un feu vert pour le vaccin d'AstraZeneca. On a énormément de doses. On fait face à une 3e vague qui est présente chez nos voisins en Ontario, qui débute. Elle va probablement débuter chez nous également. On essaye de vacciner le plus de gens possible et on a des doses AstraZeneca. Alors moi, je suis tout à fait en faveur pour ma famille, pour mes amis, de dire prenez le vaccin qu'on vous offre
Si vous avez la chance d'être vacciné avant une autre vague et d'éviter la maladie, c'est mieux d'éviter la maladie. Ne vous exposez pas à cette maladie en pensant que vous voulez en finir et passer à travers et ne pas avoir de casse-tête par la suite. C'est pas vrai, parce que je vois trop de gens qui traînent des symptômes pendant des semaines, des mois. Je vois trop de gens jeunes et en santé qui quand même passent par une période sévère qui laisse des conséquences durables. Alors, c'est pas un virus à banaliser et il faut faire en sorte d'éviter l'infection et de se faire vacciner dès que l'opportunité se présente. Personnellement, oui, je préfère les vaccins ARN simplement par leur data et par leur mécanisme d'action, mais je prendrai n'importe lequel s'il venait. Une question intéressante qui m'a été demandée par une amie, et je remercie Stacy Herman, c'est est-ce que les doses subséquentes, disons les boosters, est-ce que si on a eu un vaccin AstraZeneca, est-ce qu'on pourra avoir un booster de Pfizer ou Moderna? Ça, je pense, c'est une question très importante. J'ai pas réussi à trouver une réponse officielle et j'aimerais m'adresser à mes amis immunologues ou à d'autres médecins spécialistes ou d'autres spécialistes biochimistes et quoi qui sont à l'écoute. Principalement, j'ai l'impression qu'il n'y aurait aucun problème de recevoir un booster d'une autre marque, advenant que ce soit nécessaire. Disons, je sais que les vaccins ARN se produisent beaucoup plus rapidement que les autres vaccins, c'est-à-dire déjà Moderna sont en train de fabriquer une deuxième version de leur vaccin qui est ajustée pour le variant sud-africain ou le variant brésilien qui peut-être résiste un peu plus à la vaccination. Un peu plus, parce qu'ils sont quand même, la vaccination est quand même efficace, mais tout de même, c'est facile pour les vaccins ARN de modifier le code légèrement pour aller couvrir les variants qui deviennent un peu problématiques. Je ne sais pas si c'est aussi facile pour le vaccin d'AstraZeneca qui a besoin, mettons, d'un vecteur, d'un virus à refaire des boosters périodiquement. Je me demande si ce virus ne va pas être reconnu par le corps la prochaine fois et peut-être détruit avant que l'ADN se rende à destination. Alors, je me questionne là-dessus. Est-ce que des boosters sont plus propices à être du type Moderna, Pfizer dans le futur? Et est-ce que les gens qui ont eu la vaccination AstraZeneca pourront les avoir sans problème? Alors, je vous lance la question. Si quelqu'un peut avoir le temps de chercher une réponse, ça serait très apprécié. Voilà, je pense que j'ai discuté de ce que je voulais ce matin. J'espère réellement que tous ceux qui hésitaient, que vous preniez une décision appropriée. Je comprends qu'on nous demande de changer beaucoup de choses qui ont été faites dans les études, entre autres la période de temps entre les deux doses de vaccination. Alors certains me disent qu'ils veulent attendre le Johnson & Johnson pour ne pas avoir ce casse-tête et cette intrigue. Est-ce qu'on fait bien d'attendre? Est-ce que l'immunité va être correcte? Personne n'a cette réponse pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que immunologiquement parlant, ça semble raisonnable de pouvoir attendre cette période-là et il semble y avoir une présence d'anticorps qui persiste après la première dose comme après l'infection de la COVID-19 pendant plusieurs mois. Et donc, de donner la deuxième dose à 4 mois, on pense que c'est raisonnable, mais on fait partie d'un petit nombre de pays qui ont étiré la dose à ce point-là. Et j'espère que lors d'une prochaine vague, qu'on ne verra pas des problèmes dans les CHSLD à cause de cette décision, surtout chez les personnes bien âgées. Je pense que eux ont une réaction immunitaire un peu moins forte suite à la première dose du vaccin que les plus jeunes. Alors ça, c'est un risque calculé, mais on n'a pas de nouvelles encore pour le Johnson & Johnson au Canada. Et puis donc, on prend ce qu'on a sous la main et on évite cette maladie. Et c'est le message de la journée. Merci beaucoup. Bonne chance.